On se souviendra qu'au début de l'année, plusieurs sources d'incertitude alimentaient la nervosité des investisseurs. Donald Trump venait d'être élu et sa nouvelle administration était imprévisible, particulièrement en matière de politique commerciale. On se rappelle de l'annonce des tarifs réciproques du début d'avril et des fluctuations qui ont suivi. Le marché craignait un retour de l'inflation et un ralentissement de l'économie mondiale. Ultimement, l'ampleur des tarifs s'est avérée moindre qu'appréhendée et avec moins d'inflation qu'attendu, les banques centrales nord-américaines ont pu continuer de réduire les taux directeurs. Le contexte a finalement été favorable pour les marchés, pour l'économie et pour les entreprises du secteur financier. Par ailleurs, l'enthousiasme entourant l'intelligence artificielle s'est maintenu. L'Europe a bien fait alors que les multiples d'évaluations se sont renforcés. Et au Canada, l'or a continué de bénéficier de son rôle de valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante. Le résultat aurait été de forts rendements presque partout sur la planète, mais surtout au Canada et en Europe, qui ont connu des hausses de 31,7 et 29,1 % respectivement. En ce qui nous concerne, nos portefeuilles ont obtenu de bons rendements cette année. N'eût été du rendement record du sous-secteur des titres aurifères dans le marché canadien, l'ensemble de nos stratégies aurait surpassé leur indice de référence. Aujourd'hui, on va vous parler de l'investissement dans l'or. L'importance de l'or au Canada. Le Canada est le 4e plus grand producteur d'or au monde. Du fait, l'or occupe une place importante dans notre économie et dans notre marché boursier. Et c'est encore plus vrai en 2025. Le sous-secteur des titres aurifères était en hausse cette année de 132 %. Et puisqu'il représente maintenant plus de 13 % de la capitalisation boursière canadienne, son essor explique à lui seul le tiers du rendement du marché canadien au cours de la dernière année. Histoire simplifiée de l'or. Grâce à ses propriétés uniques, rareté, brillance, malléabilité, divisibilité, résistance à la corrosion et facilité d'identification, on utilise l'or depuis des millénaires comme monnaie et pour la fabrication de bijoux. Il y a environ 2500 ans, la frappe de pièces en métal précieux a permis de faciliter les transactions. Et c'est à peine il y a 300 ans que les billets apparaissent en Occident. Ils représentent une quantité fixe d'or conservée dans les banques. Ce système, appelé étalon d'or, perdure jusqu'en 1971, année où les monnaies deviennent fiduciaires, c'est-à-dire que leur valeur repose désormais sur la confiance envers les institutions et les politiques économiques plutôt que sur une réserve d'or. Bien que l'or ne soit plus une monnaie, il demeure néanmoins une réserve de valeur. Sur plus de 2 siècles, son prix a légèrement dépassé l'inflation. À court terme, par contre, il réagit fortement à l'incertitude. Depuis 2022, la hausse fulgurante de son prix s'explique par l'inflation post-COVID, les tensions géopolitiques, l'incertitude entourant les politiques américaines et les achats massifs des banques centrales étrangères qui cherchent à réduire leur dépendance au dollar américain. C'est arrivé dans le passé que le prix de l'or s'envole et historiquement, lorsque les tensions diminuent, le prix de l'or a tendance à se normaliser. L'or, ça sert à quoi? Moins de 10 % de l'or extrait du sol est utilisé à des fins industrielles. La balance se retrouve éventuellement dans des coffres-forts sous forme de lingots ou de bijoux, à part à peu près égale. John Maynard Keynes, un des plus grands économistes du dernier siècle, a évoqué l'absurdité de notre comportement relatif à l'or en écrivant « Nous extrayons l'or du sol, puis nous l'enterrons à nouveau dans des coffres ». L'or comme investissement. Contrairement aux entreprises, aux immeubles locatifs ou aux titres à revenus fixes, l'or ne produit rien. Pas de profit, pas de revenus, donc pas de rendement composé. Le prix et la demande de l'or sont ultimement influencés par la peur, l'inflation et l'incertitude géopolitique. Comme la demande est irrationnelle, elle est impossible à modéliser. Chez Allard et Associés, nous partageons l'opinion de Warren Buffett qui a toujours exprimé son scepticisme face à l'or en tant qu'investissement. Son argument principal repose sur l'idée que l'or est un actif non productif. Il ne génère ni revenus, ni dividendes, ni flux de trésorerie. À l'instar des autres actifs ayant les mêmes caractéristiques, telles les œuvres d'art, les cartes sportives, les thèmes, les pièces de monnaie, avec l'or, on s'enrichit si et seulement si on parvient à le revendre plus cher à un autre dans le futur. Et puisqu'on parle d'enrichissement, depuis nos débuts, il y a plus de 30 ans, on n'a jamais détenu de titre aurifère et ça nous a bien servi. C'est ce qu'on démontre à l'écran. En effet, malgré quelques périodes de surperformance du secteur aurifère, il a significativement moins bien fait que l'ensemble du marché à plus long terme.
Chez Allard et Associés, nous demeurons convaincus du potentiel d'enrichissement à long terme que procure la détention d'actions d'entreprises profitables, solides financièrement et achetées à bon prix. Des sociétés qui répondent à des besoins concrets en fournissant des biens et des services, qui parviennent à augmenter leurs revenus et leurs marges bénéficiaires dans le temps et qui procurent des rendements à long terme supérieurs à l'or et aux sociétés aurifères. Après une excellente année 2025, si vous avez des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas à nous appeler. Ça nous fera plaisir de pouvoir discuter avec vous.